Salut tout le monde, vous l'aurez sûrement remarqué, je mets souvent l'accent sur la dimension scientifique de mes vidéos. Mais en vrai, pour l'éducation, est-ce que c'est si important de se baser sur la recherche ? Pour moi, c'est super important d'être transparent vis-à-vis de vous. Et pour ça, je me suis dit que ce serait bien d'expliquer pourquoi je fais ces vidéos. Tu veux dire pourquoi tu fais de la médiation scientifique? Je crois que pour améliorer le monde, ça doit nécessairement passer par une meilleure éducation. Et pour savoir ce que c'est une meilleure éducation, la recherche, bien qu'insuffisante, est nécessaire. Ah ouais? Pourquoi ce serait nécessaire? Ça indique qu'une certaine méthode, une démarche a été mise en place qui implique un peu de prudence et de l'humilité, et pas du tout des vérités absolues qu'on pourrait pas remettre en question. Et donc, tu fais comment toi? En résumé, pour chaque sujet que j'aborde, j'essaie de trouver les sources les plus fiables possibles, et donc ce sont souvent des sources scientifiques ou au moins universitaires. Qu'est-ce que ça a de spécial? Pour publier en sciences, les articles sont généralement revus par les pairs, c'est-à-dire que tu as des gens susceptibles de comprendre ce que tu racontes, qui vont te dire si ça passe ou s'il faut revoir des passages. Et le reste, c'est de la merde. Non, il y a plein de façons différentes de produire du savoir, et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'expérience scientifique sur un sujet que tout est acheté, heureusement. Si je reprends l'analogie entre l'enseignant et le constructeur de ponts, le second pourrait construire des ponts en ayant observé et testé, sans la science, mais ce sera moins fiable qu'en ayant les notions physiques issues d'études scientifiques. Le prof peut lui aussi enseigner, et pas forcément mal, sans s'appuyer sur la science, mais ce sera moins fiable en termes de résultats attendus. Et à grande échelle, dans les deux cas, ça peut faire plus de dégâts si on ne se sert pas de la science. On pourrait distinguer trois types de savoirs mobilisés par les enseignants. Déjà le savoir scientifique, donc issu de la recherche scientifique en éducation. Les savoirs dits experts, donc là ce serait tout l'espèce de base de connaissances que se partagent les enseignants entre eux. Et enfin les savoirs dits expérientiels. Donc ce serait à partir des observations, de sa propre pratique et de sa réflexion sur le sujet. Ben, les trois sont utiles, non? Aucun doute là-dessus. Mais le premier a un rôle un peu particulier à jouer parce que c'est lui qui permet de prendre du recul critique par rapport aux deux autres. Tu peux peut-être nous aider à prendre du recul avec toi. Ça permet de remettre en question certaines évidences qu'on aurait entendues et qu'on pratique alors qu'on n'a pas nécessairement vérifié que c'est pertinent. Ouais, enfin on n'est pas stupide quoi. Non, mais on est tous soumis à divers biais, comme par exemple le biais de confirmation qui nous ferait interpréter une situation dans le même sens que ce qu'on pensait déjà. Tu t'appuies sur une science pour en justifier l'intérêt. Comme disait Neil deGrasse Tyson, ce qu'il y a de bien avec la science, c'est que c'est vrai qu'on y croit ou non. C'est pas un appel à l'autorité ça? Un exemple tiré du fameux livre Thinking Fast and Slow pourra rendre ça plus clair. C'est un officier qui fait pratiquer des manœuvres aériennes à des cadets. Quand ceux-ci font de grosses erreurs, ils se font engueuler. Or, la fois d'après, ils ont tendance à mieux réussir leurs manœuvres. Moralité, engueuler ses troupes est nécessaire pour qu'ils s'améliorent ? Intuitivement, on a envie de répondre oui, mais en fait c'est un biais statistique lié à la régression vers la moyenne. En deux mots, sur 100 manœuvres, il y a de bonnes chances qu'on y arrive moins bien sur certaines, mais c'est purement statistique. Et qu'on se fasse engueuler ou non, il y a peu de chances qu'on se plante encore plus la fois d'après, donc on aura tendance à s'améliorer. Mais s'étant fait engueuler juste avant, un œil extérieur aura vite fait l'association. Donc n'engueulez pas forcément vos élèves, hein. Les sciences de l'éducation en tant que discipline existent depuis environ 50 ans en France. Avant ça, l'éducation relevait surtout de la philosophie notamment. Vas-y, fais-nous une mise à jour. Aujourd'hui, la psychologie, par exemple, est super utile pour comprendre le développement de l'enfant. Et on peut penser aux neurosciences aussi. Mais l'éducation, c'est pas juste ça, si? Non, ce qu'on veut comme système éducatif, ça dépend de nos valeurs. Ça dépend aussi de la culture qu'on a envie de transmettre et de partager. Et la science n'est pas vraiment là pour répondre à ça. La philo a toujours une place, donc. Oui, et il y a d'autres outils dans diverses disciplines. Chacune ayant ses limites et parfois des difficultés d'intégration dans la formation des profs. Comment ça? La psychologie, par exemple, c'est vachement complexe. Ce qui fait que soit on a des modèles fiables, ultra précis, ultra spécifiques, soit on se retrouve avec des théories générales, mais qui permettent pas très bien de prédire des comportements. Ah mais c'est relou ça. Attends, le plus drôle, c'est qu'on se sent tous un peu psychologues au fond. Et donc on voit pas trop l'intérêt d'une formation poussée. Alors que justement, c'est uniquement si on va en profondeur qu'on voit des améliorations pour les éducateurs. Oh la loose, prise de tête. Voilà, donc l'intégration des diverses sciences à l'éducation est pas toujours facile. Et là où la philosophie garde un rôle super important en sciences, c'est l'épistémologie. Il s'agit de l'étude critique des sciences, ou de la connaissance en général si on préfère. Donc questionner comment on sait ce qu'on sait et quelles seraient les relations entre les diverses sciences. Bref, c'est tout à fait adapté à la réflexion sur l'éducation qui garde donc incontournablement un aspect philosophique. Et ça permet de remettre en question et souligner les limites de la science, parce que oui, il y en a.
Que ce soit dans le rapport vers une société apprenante ou dans d'autres sources, on trouve assez souvent cette idée d'importance de la recherche pour la formation des enseignants. Ah, biais de confirmation. Oui, enfin, non, enfin, tu vas pas commencer. Tu dis ça parce que t'as pas d'argument. J'en ai marre, tu sors. What? Ok. Non mais ça va, reviens. Si la recherche doit être présente, elle doit être avant tout liée au concret en montrant son impact direct sur les pratiques quotidiennes et ses principes. Oh non, j'ai plus rien à dire. Continue. Ok, donc pour relier recherche et pratique, faut penser ça bien. Et donc ça aura des implications sur le prolongement de la recherche et de la formation. Mais il risque pas de confondre les sciences et leur application? C'est une question intéressante parce qu'effectivement c'est pas la même chose. Je crois que c'est pour ça que c'est particulièrement important d'essayer de partager et de donner le goût de la démarche scientifique et pas juste des résultats concrets. Donc faut utiliser le pratique pour créer la curiosité. Pas bête. Et dans les trucs chouettes que la recherche nous apprend, c'est qu'il n'y aurait pas d'amélioration notable sans un perfectionnement professionnel des enseignants. Finalement, est-ce que pour comprendre et utiliser les résultats de la recherche, il faut avoir fait de la recherche? Si c'est une démarche volontaire, ce sera toujours un plus. Si on nous force, ça risque d'être peu efficace. Et un des intérêts de la vulgarisation et de la médiation scientifique, que ce soit ma chaîne ou d'autres choses, c'est bien ça. Faciliter l'accès aux résultats de la recherche et donner le goût d'aller plus loin pour celles et ceux qui le peuvent. À vous de nous dire si ça fonctionne. Il y a encore plein de choses à dire sur la recherche en éducation. On pourrait parler de l'effet maître, l'effet classe, l'effet élève, l'effet Pygmalion, la difficulté à avoir des groupes contrôle ou encore la transférabilité des résultats. Bref, le but ici, c'était de vous donner quelques éléments que moi je trouve pertinents pour comprendre ce que c'est la recherche en éducation et pourquoi c'est important. Il y a des questions politiques derrière le peu d'investissement dans la recherche en éducation qu'un budget 20 à 30 fois moins important que celui de la santé par exemple. Et ben moi je vous invite à questionner ça. Finalement pour résumer, on peut voir deux utilités aux sciences de l'éducation. Donc l'une critique, qui est là pour remettre en question ce qui est déjà en place, et l'autre plus exploratoire, qui est là pour découvrir des pistes novatrices intéressantes en éducation. Et bien sûr, je le redis et j'insiste, la science c'est bien joli, mais des trucs comme l'intuition, l'art ou la poésie, c'est pas scientifique, mais c'est super important aussi. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que... Attends, t'as oublié un truc. Quoi? Ah, ouais. Chers amis, quand on fait de la vulgarisation ou de la médiation scientifique, il y a une interprétation. C'est donc pas neutre, et c'est important d'en avoir conscience. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez critiquer. Et pour cette vidéo, je vous invite à le faire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous voulez repasser à travers mes vieilles vidéos, mais lâchez-vous, faites des critiques constructives, je les lirai et j'y répondrai autant que possible. En attendant, si vous voulez soutenir la recherche en éducation, pensez au pouce en l'air, les partages seront les bienvenus, et comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt.